Peu de dirigeants mondiaux ont un poste moins enviable que le nouveau président de l'Argentine, un pays qui était autrefois l'une des économies les plus prospères de la planète, mais qui a sombré depuis dans une succession de crises pendant des décennies. L'année dernière, un nouveau gouvernement radical a été élu, dirigé par ce gentleman à la tronçonneuse, Javier Milei, qui s'est présenté avec le message de campagne politique le plus déprimant qui soit. Après des décennies de mauvaise gestion économique, l'Argentine n'était plus un pays riche, et pour guérir, elle devait cesser d'agir comme telle et vivre enfin selon ses moyens. Le pays dépendait essentiellement d'une carte de crédit pour maintenir le niveau de vie de sa population, ce qu'il ne pouvait tout simplement pas se permettre avec ses industries obsolètes et inefficaces. La solution consistait à réduire considérablement les programmes gouvernementaux, les subventions et les prestations, tout en augmentant les impôts et en privatisant un grand nombre de services publics. Le résultat serait une atteinte significative et instantanée à la qualité de vie de presque tout le monde dans le pays, mais même en dépit de ce discours politique peu attrayant, il a été remarquablement populaire parce que l'espoir portait sur la nécessité amère pour le pays d'éliminer enfin des générations de pourriture économique et de reconstruire à partir de zéro. Ainsi, plutôt que de poser la série habituelle de questions, nous ne devons répondre qu'à une seule d'entre elles. Un an après ces changements radicaux, cela fonctionne-t-il ? De l'une des opportunités d'investissement étranger spéculatif les plus populaires du XXe siècle, à la junte militaire qui a démantelé la politique économique conservatrice en 1930, au projet de relance autosuffisant utilisant des industries préexistantes, l'Argentine a connu des montagnes russes économiques que la plupart des pays n'ont jamais connues, sans parler de sa capacité à s'en remettre. Et pourtant, elle l'a fait 5 fois, et il se pourrait bien qu'elle soit sur le point de vivre sa 6e. Même si elle a réussi à remonter la pente en termes de production économique, chaque effondrement économique n'a fait que ternir un peu plus sa réputation d'économie condamnée à l'instabilité chronique. En fait, chaque soi-disant reprise l'a rendue de plus en plus vulnérable aux difficultés économiques, ce qui est lié à la manière dont les dirigeants gouvernementaux tiennent leurs promesses au public. Ce point a été abordé en profondeur dans la dernière vidéo sur l'Argentine. Pour faire simple, en adoptant la politique du développement, chaque période électorale a été suivie d'efforts pour moderniser le pays en s'endettant massivement, sans aucun plan clair sur la manière de résoudre le problème, si ce n'est en le cachant sous le tapis proverbial. Plus simple encore, il s'agit d'une économie qui a perdu son avantage concurrentiel dans l'économie mondiale, et qui, au lieu de l'accepter, a tenté de ressembler à une économie développée en empruntant de l'argent et en protégeant des industries locales avancées mais inefficaces. Cette situation a fait fuir les investissements et les entreprises étrangères, a rendu les exportations très peu compétitives et a dévalué la monnaie locale à maintes reprises, au point que le pays a connu 6 monnaies différentes au cours des 50 dernières années. Le problème était devenu tel pour le citoyen moyen que nombreux sont ceux qui ont commencé à utiliser la monnaie américaine pour leurs achats quotidiens, ce qui a incité le gouvernement national à limiter les transferts et à contacter des prêts controversés de plus en plus importants, notamment auprès du FMI, le dernier en date étant une enveloppe de 7,5 milliards de dollars destinée à empêcher la poursuite de la dévaluation. Cela est dû en grande partie au fait que le pays s'est habitué à un certain niveau de vie, où les élections ont été gagnées presque uniquement en promettant, à ceux qui avaient le plus à perdre, qu'ils seraient en mesure de maintenir leur mode de vie actuel. Cependant, les conséquences d'une mauvaise discipline budgétaire sont récemment devenues trop importantes pour être ignorées, et le dernier président révolutionnaire élu a affirmé que peut-être le peuple choisira une voie radicale vers la réduction des coûts, plutôt que l'ancienne stratégie consistant à vivre sur la dette qui n'a pas été très bonne pour eux jusqu'à présent. Une grande partie de la perception de Milei par le grand public est née de son comportement, certes étrange, lors de la campagne électorale. Les opinions sur ce personnage se répartissent en 2 catégories. Le premier camp affirme qu'il s'agit d'un radical déséquilibré, qui a été comparé à un certain nombre d'autres dirigeants modernes en Occident, et qu'il est trop caricatural pour être pris au sérieux. Le second camp estime qu'il est un solvant nécessaire à la surcharge bureaucratique de l'Argentine, qui a causé beaucoup plus de mal que de bien au cours des 80 dernières années de haut et de bas. Quoi qu'il en soit, l'hypothèse selon laquelle il n'est pas sérieux ou qu'il n'est pas, à tout le moins, bien informé sur les questions économiques peut être dissipée en examinant son parcours professionnel. Pendant 2 décennies, Milei a enseigné l'économie à l'université, rédigeant des dizaines d'articles sur le sujet en 2016. Au cours de son ascension, qui a débuté vers 2010, ses méthodes étaient flamboyantes, agressives et comportaient souvent des insultes directes à l'égard de ceux qu'il considérait comme l'opposition. Milei n'a cessé de mettre en évidence, dans diverses émissions de radio, les cas de plus en plus nombreux où l'Argentine dépensait au-delà de ses moyens, et ses constats étaient, pour être juste, objectivement problématiques.
En Argentine, le gouvernement a désormais la réputation de dépenser des sommes colossales dans des programmes pléthoriques et d'accorder des salaires si généreux qu'il n'avait parfois même pas les moyens de payer ses employés. À un moment donné, un ancien président argentin a carrément admis « Nous n'avons pas d'argent, donc nous ne pouvons pas payer ». Le paiement dépend des recettes fiscales et comme tout le monde le sait, nous avons des difficultés avec les revenus. Ce n'est pas exactement le genre de déclaration qui met le public à l'aise. Et cela s'explique en grande partie par des subventions insensées, notamment dans le domaine de l'énergie, qui représentait 3,5% du PIB du pays en 2014. D'ici 2022, ces subventions compteront à elles seules environ 12 milliards de dollars au budget de l'État. Pour le gouvernement, cela signifie dépenser plus de pesos et imprimer plus de pesos, ce qui pousse les industries privées à essayer de supporter la charge productive, tout en les paralysant au point qu'elles ne peuvent plus être compétitives. Si le gouvernement offre un service pratiquement gratuitement, il est très difficile pour une entreprise privée de se développer dans ce secteur lorsqu'elle doit faire des bénéfices pour survivre. Tout cela a créé un cas incroyablement bizarre de fuite des cerveaux, où des citoyens qui auraient normalement excellé dans le secteur privé n'ont pas d'autre choix que de choisir un emploi dans l'administration publique pour des raisons d'incitation constamment insoutenables. Ou alors, dans le monde de la technologie, travailler en ligne à l'échelle internationale tout en gardant des dollars en secret. En d'autres termes, l'Argentine n'a pas nécessairement perdu sa population, mais elle a perdu l'allégeance de sa main-d'œuvre, ce qui a provoqué une hémorragie interne de l'économie. Pour cette raison, très peu d'entités extérieures sont disposées à aider à résoudre le problème, car les motivations pour le faire restent floues. Les cycles d'endettement constant et l'hyperinflation ont fait du pays un lieu d'investissement extrêmement risqué, de sorte que les entreprises privées ont eu du mal à s'y implanter, car personne ne veut créer une entreprise dans un pays qui fait régulièrement faillite. C'est là que les gens ont commencé à prendre un peu plus au sérieux le message de Javier Milei, qui était à l'origine trop difficile à avaler. Une fois de plus, en basant son niveau de vie sur les périodes de prospérité passées, l'Argentine a ressenti toute la force de l'épée à double tranchant de la démocratie. Chaque fois qu'un candidat se présentait avec des mots promouvant la cohérence, de nombreux électeurs fermaient les yeux sur ce que cela coûterait, poursuivant constamment leur niveau historique d'il y a 100 ans, lorsqu'ils étaient sur le point de rivaliser avec les superpuissances mondiales. Mais après 9 faillites, une agitation croissante et un taux d'inflation avoisinant les 200%, les gens semblaient enfin prêts à entendre la dure vérité. Et c'est ainsi que Milei s'est retrouvé à la tête de la plus haute institution d'Argentine. Avec un message très simple. Ça va faire mal. Alors, voilà comment ça se passe. La première chose que Milei a faite après son entrée en fonction a été de vider le gouvernement de sa substance. Le premier jour, un décret a été signé pour réduire le nombre d'industries fédérales, 18 cabinets étant absorbés par 9 ministères. Les fonctions exercées par le ministère des Transports et des Travaux publics ont été transférées au ministère de l'Infrastructure. Des domaines tels que le tourisme, les sports et la politique environnementale ont été transférés au ministère de l'Intérieur. L'idée était que si l'on coupait dans le gras et que l'on privatisait certaines branches du gouvernement, ce serait un bon premier pas vers la relance de la concurrence qui a découragé la croissance au cours des dernières décennies. Encore une fois, pour être juste, cela fonctionne. Les mesures d'austérité extrêmes prises par Milei ont permis de réduire un grand nombre de ces programmes, et si l'on en croit les chiffres officiels, certaines choses vont bien, notamment le fait que les recettes fiscales ont été supérieures aux dépenses cette année. L'inflation est également en baisse, ce qui est énorme compte tenu de la situation du pays. C'est très bien, mais la mesure la plus intéressante et la plus controversée que Milei a encouragée dernièrement est la dollarisation, c'est-à-dire l'abandon progressif du peso argentin et son remplacement par le dollar comme moyen d'échange du pays. Ce n'est pas nouveau, bien sûr. De nombreux pays de l'UE utilisent l'euro, une monnaie qu'ils ne contrôlent pas directement, et il y a aussi des douzaines de petites économies dans le monde qui utilisent le dollar parce que la gestion et le maintien de leur propre monnaie nationale n'en valent pas la peine par rapport à la facilité et à la reconnaissance mondiale du dollar. Ce n'est pas comme si Milei sortait cela d'un chapeau, mais contrairement aux pays de l'euro qui ont encore un certain droit de regard et aux pays qui utilisent déjà d'autres monnaies étrangères, si l'Argentine y parvient, elle sera de loin la plus grande économie du monde à adopter la dollarisation. Il n'est donc pas surprenant que de nombreuses personnes suivent ce processus de très près. Plusieurs économistes américains de renom, comme Steve Hanke et John Cochrane, sont des partisans de longue date de la dollarisation. Et Milei admet ouvertement que des théoriciens comme Murray Rothbard, Friedrich Hayek, Milton Friedman et Gary Becker ont inspiré certaines de ces dernières décisions. La dollarisation est une démarche agressive pour n'importe quel pays, en raison du contrôle qu'il abandonne pour définir sa propre politique monétaire.
Si, par exemple, les États-Unis prospèrent et que l'inflation est élevée, la Banque centrale pourrait augmenter son taux cible, ce qui se ferait sentir en Argentine même si l'économie de ce pays est chancelante et bénéficierait de taux d'intérêt plus bas. Mais il semble que le fait de céder le contrôle soit la chose même que Javier Milei trouve si attrayante. C'est l'équivalent macroéconomique de remettre les clés à un adulte responsable en début de soirée. La Banque centrale argentine a déjà essayé certaines des formes les plus extrêmes d'accords de parité monétaire. Et lorsqu'elle l'a fait, elle a été incapable de maintenir des réserves suffisantes, de permettre une convertibilité illimitée ou de s'engager sur un taux de change fixe. Pour Milei et les économistes qui promeuvent ce mouvement, c'est la raison pour laquelle l'Argentine pourrait mieux s'en sortir en s'engageant à fond. Sans parachute financier à la suite d'une crise, le gouvernement devrait, théoriquement, être plus prudent quant à la manière dont il dépense son argent. L'Argentine ne pourrait pas se tirer d'affaire par l'impression, ce qu'elle a fait à maintes reprises dans le passé, et même si la croissance stagnerait parfois, ou serait beaucoup plus lente que par le passé, le taux d'inflation du pays serait enfin gérable. L'encouragement des investissements étrangers a permis à la nation de se moderniser dans le passé, et le fait de permettre aux investisseurs étrangers d'investir en dollars rend la perspective de faire des affaires en Argentine beaucoup plus sûre et attrayante. Il s'agit donc sans aucun doute d'un jeu risqué, mais s'il y a un pays dans le monde qui bénéficierait d'une remise à plat et d'un redémarrage, c'est bien l'Argentine. Mais même si l'on pouvait garantir que cela fonctionne, il y a un autre problème plus immédiat. Pour dollariser complètement l'économie, l'Argentine a besoin de dollars, qu'elle n'a pas parce qu'une grande partie de ses réserves de change a été consacrée au remboursement de ses dettes. La bonne nouvelle, c'est que l'excédent commercial du pays a augmenté au cours de l'année écoulée et qu'il dispose donc d'une source de revenus étrangers. Mais pour abandonner le peso, il faut commencer par le stabiliser. Les méthodes de Milei, réduction des subventions, réduction des impôts pour les investissements étrangers et privatisation massive, ont conduit au premier signe d'excédent budgétaire constant depuis des années. Les coupes sombres, les réductions et la déréglementation sélective ont permis à la nation de guérir lentement. Cependant, il y a une raison pour laquelle Milei a dit « serrez les dents, ça va faire mal ». Les services publics comme le gaz, l'eau et l'électricité ont explosé, tout comme les produits de première nécessité comme la nourriture et les transports publics, tandis que des dizaines de milliers de personnes perdent leur emploi par manque de soutien du gouvernement ou directement à cause des efforts de l'exécutif pour réduire le déficit. Pour l'économiste de salon, il est facile de montrer les chiffres et de dire aux gens que ce traitement de choc fait une différence positive. Mais pour la personne moyenne qui constate une baisse considérable de ces systèmes de soutien, il est extrêmement difficile de se réjouir de ce que les observateurs voient sur un graphique. Il peut être facile d'expliquer à la population qu'une régression accrue est nécessaire pour remédier à la surabondance et à la mauvaise gestion. Mais il est difficile de maintenir l'approbation du public lorsque les gens passent des mois à tout juste s'en sortir. Cela est important car si Milei est démis de ses fonctions trop tôt, tout cela n'aura servi à rien. Au cours de l'année écoulée, l'Argentine a connu une augmentation significative des manifestations, les membres de l'opposition affirmant que ces signes de reprise sont au mieux superficiels. De grandes institutions ont été fermées ou endommagées par des marchés. En enfilant les chaussures proverbiales, la réponse à ces changements peut sembler raisonnable, voire nécessaire. Pour ne rien arranger, c'est la première fois qu'une mesure de ce type est prise à cette échelle, et il n'y a absolument aucune garantie qu'après toutes ces souffrances économiques, elle fonctionnera. Les arguments populaires soulignent la chute initiale du PIB de l'Argentine, mais les dépenses publiques étant l'un des principaux contributeurs à la métrique, cela s'explique en quelque sorte. D'un autre côté, il ne semble pas que les représailles à ces changements aient augmenté de manière significative au cours des derniers mois, ou du moins qu'elles soient restées constantes. Les sondages effectués en Argentine semblent indiquer que beaucoup ont compris le message. Les choses doivent empirer avant de s'améliorer. L'un des principaux piliers du plan de Milei est le retour d'une industrie compétitive, ce qui prendra du temps car personne ne veut créer une entreprise avant d'avoir constaté que ce plan apporte au moins une certaine stabilité. Et même dans ce cas, les entreprises mettent du temps à démarrer. Ce dont l'Argentine a vraiment besoin, c'est de temps. Des solutions radicales sont probablement ce qu'il faut pour un pays confronté à des problèmes aussi radicaux. Dans le passé, le problème a été de donner à un plan le temps de se mettre en place avant de décider que les solutions de l'autre camp politique étaient meilleures et de faire marche arrière. Il convient également de mentionner que le traitement de choc de l'Argentine n'est pas une sorte de traitement magique pouvant être appliqué à n'importe quelle économie en difficulté. Les politiques de Milei et son style général de gouvernance ne conviendraient pas à une économie qui fonctionne bien et où il s'agit plutôt de petites corrections douces pour garder le contrôle. Mais pour l'instant, le pays a connu une amélioration inconfortable. La seule question qui se pose maintenant est de savoir si cet inconfort sera ou non trop lourd à supporter pour le grand public. Il s'agit d'un suivi de la vidéo sur le pays entier que nous avons publié l'année dernière.
Si vous êtes intéressé par une analyse plus détaillée de ce dont Milei a hérité, vous devriez pouvoir cliquer sur cette vidéo sur votre écran maintenant. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao.